Parce qu'on a vu lors de la tentative de coup d'État, les prévenus ont été condamnés en première instance à mort. Ils ont fait interjeter appel. Vous voyez? Mais pourquoi, pour les Koulouna, on ne leur laisse pas cette possibilité? Et donc, ça donne l'impression qu'on est dans une espèce de justice expéditive. Hier, j'étais encore en communication avec Kinshasa pour préparer cette émission. Beaucoup de personnes me confirment qu'il y a un semblant de sérénité depuis qu'on a dit qu'on va, pour répondre à votre question, depuis qu'il y a le problème de la peine de mort. Bonsoir à tous. La peine de mort peut-elle éradiquer réellement le phénomène des Koulouna? C'est le sujet de notre débat du jour. Pour en parler, je suis en compagnie de Dalini Mvemba. Bonsoir Dalini, journaliste au sein de la rédaction de Global Africa Télé Sud. Frenzy Nzinga, journaliste aussi. Merci d'être sur notre plateau aujourd'hui. Dr Ben Luther, qui n'est plus à présenter. Bonsoir, docteur en droit public, et Joël Kandolo, que vous allez retrouver ce soir sur nos antennes. Il est porte-parole de Jean-Jacques Mondo, qui fait partie des 31 personnes condamnées à la peine de mort le 13 septembre dernier par le tribunal militaire de Kinshasa pour tentative de coup d'État. Bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous retrouver. Avant de parler même de ce qui fait l'actualité, cette sanction de la peine de mort et tout, on va essayer de comprendre un peu le phénomène des Koulouna. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, qui n'ont jamais compris un peu ce phénomène, on va regarder un extrait d'un documentaire signé de nos confrères de Arte et on revient ensemble pour analyser les origines de ce phénomène. Filmés par les habitants, les affrontements à Kinshasa sont quotidiens et d'une extrême violence. On a volé cette montre et ce téléphone. On s'est caché dans un coin et quand l'homme est passé, je me suis jeté dessus avec ma machette pour lui prendre son téléphone. La montre, on l'a prise sur une jeune fille qui traversait le pont. La nuit a été longue pour certains et la descente est dure. Les effets du bombé se dissipent, le butin est maigre, mais Khalifa espère en tirer assez d'argent pour s'acheter de nouvelles doses. Je ne peux pas garder longtemps ces objets, car on saura que je les ai volés. Mais j'ai des amis qui sont chargés de vite les vendre pour moi. La tablette, je peux la vendre environ 50 €. Et la montre, 5 ou 10 €. Khalifa a déjà connu 6 arrestations, mais jamais la prison. La corruption, endémique au Congo, lui permet d'échapper à la justice. Je n'ai jamais été en prison, contrairement à mes amis. Moi, j'ai toujours été libéré de mes gardes à vue. J'ai des connaissances qui interviennent en ma faveur chaque fois que je suis arrêté. Ils interviennent toujours. Mes relations viennent au commissariat, discutent un peu et payent ce qu'on leur demande. Frenzy, quand on regarde un peu tout ça, sincèrement, à qui la faute? Ben, quand on voit ces images qu'on vient juste de voir, bon, je pense qu'on n'a pas vu l'extrait que le confrère a demandé à la personne d'où provient les choses. Pratiquement, il a essayé d'expliquer ce qui se passe souvent quand on l'arrête. Moi, je pense que on ne va pas toujours donner la faute au niveau de l'État congolais, mais en tout cas, en grande partie, l'État a failli. L'État a failli parce qu'il y a eu pas mal de choses, si vous vous souvenez, en République démocratique du Congo, depuis le régime des présidents, le fait président Mobutu. Il y a eu des pillages, il y a eu beaucoup de laisser-aller. Et puis tout ça, c'est quelque chose qui a engendré petit à petit une façon de vivre et que les gens n'ont pas peut-être, ou les autorités n'ont peut-être pas ressenti ou n'ont pas pu venir. Et puis, il y a aussi la corruption, il n'y a pas de travail, il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Il y a aussi l'Église. Donc, c'est pourquoi je pense que peut-être pendant les... Il y a aussi l'Église, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'Église a fait? Voilà, l'Église a contribué parce que, vous savez, surtout quand il y a eu le vent de l'Église des réveils, avec tous les enfants sorciers qu'on a dénoncés. Vous savez, quand on vous prend au Congo, on dit que votre enfant est sorcier, vous êtes répudié de la famille, on vous jette dehors. Et ces enfants sont maintenant
on les abandonne. Moi, j'ai fait pas mal de reportages à Kinshasa sur des associations qui hébergeaient des enfants sorciers. Voilà, donc quand on les abandonne dans des familles, il n'y a pas de structures qui peuvent les accueillir pour les éduquer, pour les orienter. Donc tous ces phénomènes-là ont contribué à cette explosion aujourd'hui, mais on pourra quand même les détailler au cours de l'émission. Mais en tout cas, il y a l'État qui a failli, il y a l'Église qui a aussi failli, il y a aussi les familles qui ont aussi failli et qui ont laissé aller. Et puis il y a aussi l'exemplarité, la corruption. Moi, j'ai vu des images de certaines personnes qui disent, écoute, nous, on a volé, on va nous tuer, mais tous ceux qui volent beaucoup plus d'argent, on les laisse. Donc voilà, tout cet esprit de la corruption, je pense que ça a contribué à créer ces Koulouna et consorts. Dr Ben Luther, c'est une démission collective, comme vient de le dire Frenzy. Merci Carlyle. D'abord, je pense qu'il faut rappeler que la RDC n'est pas un cas isolé face à ce phénomène. Je crois que de l'autre rive du fleuve Congo, le Congo-Brazza aussi, connaît la même situation. Là-bas, ils sont appelés bébés noirs. C'est le même phénomène et ils ont toujours le même mode opératoire. Ce que Fendi dit, oui, il a effectivement raison. Je pense que les responsabilités sont partagées, c'est ce qu'il est en train de dire. D'abord, s'il faut faire un constat simple, on peut juste se poser la question de savoir pourquoi sommes-nous arrivés là? Pourquoi sommes-nous arrivés là? Et on peut trouver deux réponses simples. Premièrement, il y a la responsabilité des parents. La responsabilité des parents, parce que les parents n'ont pas su ou ont failli à leur devoir d'encadrer leurs enfants, d'éduquer leurs enfants et de leur, en quelque sorte, garantir un avenir. Et donc, on peut dire que oui, la famille, les parents ont connu cette défaillance. Très bien. Mais, Carlyle, dans des pays sérieux, dans des États sérieux, lorsque la cellule de base, qui est la famille, manque à son obligation, à son devoir d'encadrer, d'éduquer l'enfant, l'État le récupère. L'État le récupère. Et c'est là la deuxième responsabilité, qui est celle de l'État, qui est même une responsabilité de plein droit. En RDC, plusieurs régimes politiques se sont succédés et aucun n'a proposé une véritable politique lénifiante à l'égard des jeunes. Ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. À part que, bon, avec le régime actuel, on peut peut-être souligner quelques avancées, notamment la politique de M. Tshisekedi qui a consisté à rendre l'éducation, l'enseignement gratuit pour les jeunes. C'est salutaire quand même, mais ça reste très très faible. Ça reste très très faible. Et donc oui, l'État a sa partition. Et d'ailleurs, l'État même est majoritairement responsable de tout ce qui se passe. Et s'il faut résumer tout ce que je viens de dire, c'est que l'État, l'inaction de l'État a créé des monstres, tout simplement. Voilà. Joël, même constat, l'inaction de l'État a créé des monstres. Oui, tout à fait. Pour moi, le problème Koulouna, c'est juste le sommet de l'iceberg. C'est un problème systémique qu'il faut traiter de manière beaucoup plus profonde que de juste soigner la plaie qui est au-dessus de la peau. C'est vrai, les Koulouna font beaucoup de mal. Et d'entrée de jeu, moi, je suis membre de famille d'une personne qui est condamnée à la peine capitale. Donc, je suis clairement opposé à la peine de mort. On parlera de cette condamnation tout à l'heure. Oui, tout à fait. On essaie de comprendre les causes. Oui, donc voilà. Comme ça, on établit déjà le cadre. Et donc, moi, je pense que le problème ne doit pas être traité de cette manière-là. Pourquoi? Parce que, comme mes interlocuteurs ont dit, le problème, il est dans le fond, dans la manière dont la famille congolaise s'est désengagée face à ses responsabilités et par ricochet l'État congolais. Et ce n'est pas aujourd'hui. Les problèmes de Koulouna, c'est un problème qui a commencé depuis. Aujourd'hui, on les appelle les Koulouna, mais ce fut d'abord des Chégué. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression. Et encore, il y a toujours eu ces bandes urbaines
qui sont la conséquence surtout du délaissement par les parents à cause de, comme mon voisin, le journaliste en face a dit, votre Frenzy a dit, donc les églises de réveil sont venues avec les phénomènes des enfants sorciers. Et quand vous êtes pointé sorcier dans une famille, vous êtes vraiment à la merci de tout. Et donc, c'est vraiment un problème systémique qu'il faut régler de manière générale. Mais personne n'a mis l'accent sur les bombés, hein. En fait, la drogue qui est réputée là-bas, parce que je pense que c'est ça qui anime un peu les esprits. Non, mais vous voyez des jeunes se taillader comme ça. Non, mais je pense que là, il n'y a pas que ça. C'est pratiquement leur mode de vie. C'est là où ils arrivent à se... Mais justement, mon frère dit, comment des jeunes comme ça, regarde, on a vu dans le reportage, là, le jeune qui était quasiment, après avoir consommé... Non, mais moi, je pense que vraiment, en amont, c'est un problème d'encadrement. L'État a failli. Voilà, il a failli. Ces jeunes, quand bien même il prenait de la drogue, s'il est encadré, il va aller dans des centres. Vous voyez ça? Il y a vraiment des responsabilités sont partagées. Moi, j'aurais bien aimé vraiment qu'on essaie de voir à chaque échelon où ça n'a pas marché. Les familles, par exemple, on a parlé plus loin dans le reportage, mais je l'invite les téléspectateurs à poursuivre sur la page YouTube de Arte, où on voit, par exemple, un père de famille dont l'enfant est mort dans un affrontement de gang, qui disait que son enfant lui disait qu'il partait à l'école tous les matins et qu'il revenait, il faisait un petit boulot, il ramenait de l'argent aussi pour la famille, sans savoir où venait réellement cet argent. Donc oui, là aussi, les parents ont une grande responsabilité avant même de toucher l'État. Non, mais vous savez, nous sommes des Bantous. Vous savez, chez nous, les voisins peuvent vous taper. Si vous croisez en route en train de commettre n'importe quoi, ils peuvent vous taper. Ils peuvent rapporter ce que vous êtes en train de faire à la famille. S'il y a une famille au Congo qui dit qu'il ne sait pas ce que son enfant fait et lui apporte de l'argent, je vous dis, je ne crois pas beaucoup. Vous voyez, donc c'est ça, c'est-à-dire que les parents n'est plus responsables de cet enfant. Donc on sait ce qui se passe. Et la plupart de ces jeunes, où est-ce qu'ils sévissent? C'est souvent dans des coins où on les connaît. La plupart, on les connaît, dans des quartiers où ils sont. Ils sont là, les gens les connaissent, on les sait que votre enfant fait ceci. Mais le problème, c'est parce que les parents ont perdu l'autorité et ils ont commencé à avoir peur des enfants. Moi, j'ai vu une famille qui voulait séparer son enfant au groupe, mais le groupe est venu les attaquer la nuit. Vous comprenez? Donc les parents, on commence à avoir peur. Mais il y a eu des parents aussi qui ont dit, désormais, tu ne seras plus ici. Mais quand vous dites à un enfant, vous ne serez plus ici, il est parti. Vous ne pouvez plus les contrôler. Vous voyez, donc tout ce système-là qui a fait... Moi, je ne pense pas que les familles, aujourd'hui, on peut dire que les familles ne sont pas responsables de cette situation. Ils sont responsables parce que quand on a un enfant, on devient responsable de cet enfant. Au moment où l'enfant doit aller à l'école, vous le laissez. Donc, il y a quand même une part de responsabilité au niveau de la famille, effectivement. Mais vous ne pensez pas que ces désengagements des parents aujourd'hui, actuellement, est dû au fait que l'État s'est, lui, désengagé face aux parents? Je m'explique. Il n'y a pas de travail. Tout est par terre. Un parent qui, dans certaines familles, a 4 enfants et ils doivent manger à tour de rôle. François mange lundi, Hubert mange mardi, tout ça. Pourquoi? Parce que papa et maman ne parviennent plus à subvenir aux besoins des enfants. Et donc, ce qu'il faut, c'est quoi? Ça justifie, non, en fait... Non, ça ne justifie pas. Parce que bon, dire, oui, les parents sont certes responsables, mais pourquoi ils sont désabusés, pourquoi ils sont désarmés face aux enfants qui ramènent de l'argent ou des objets à la maison? C'est que là aussi, il y a une crise morale derrière la pauvreté qui s'est installée. Oui, mais tout à fait. Et cette pauvreté, elle est due à la déliquescence de l'État. Ça, c'est clair, je suis d'accord. Mais la crise morale ne relève pas aussi de l'État, ou quoi? Moi, j'ai aussi des exemples, si vous le permettez. Il y a souvent des enfants orphelins, il y a souvent des enfants non voulus, d'accord? Les parents, en fait, la maman est encore chez ses parents. Et puis, elle a maintenant un enfant. Donc cet enfant, elle n'a pas de place. Parfois, la maman ne veut pas de cet enfant. Vous voyez? Donc à ce moment-là, on donne vraiment la responsabilité aux parents. On a des enfants non voulus, voilà, et puis ces enfants... Je pense que sur ce point, la responsabilité peut aussi être partagée. Non seulement les parents, quand vous avez
Un parent qui abandonne son enfant, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'État doit le récupérer. C'est ça. Le problème, c'est qu'il n'existe pas, et vous l'avez souligné d'entrée de jeu, qu'il n'y a pas de structure en fait prévue à cet effet pour accueillir ces enfants. On a parlé du phénomène Chegué. Chegué, ça veut dire c'est les enfants de la rue qui dorment dans la rue, etc., à la belle étoile, n'ont pas d'abri, etc. Et ils vont juste choisir des raccourcis, tout simplement. C'est-à-dire commettre des crimes, etc., pour trouver des moyens pour survivre. On va rentrer dans la deuxième partie de l'émission parce que on est très coupé par le temps. C'est vraiment passionnant. Je suis d'accord avec vous, mais il faut qu'on parle maintenant du sujet qui nous réunit, celui de la peine de mort. Daleni, le ministre de la Justice, s'est exprimé. Hein, oui, il s'est exprimé sur ce sujet. Et ce qu'on a oublié en soi de dire, c'est que je pense que le ministre de la Justice aussi s'est rendu compte que certes, il y avait ce phénomène des Koulouna, mais la peine de mort, il ne veut pas seulement l'étendre aux Koulouna, il veut aussi l'étendre sur les personnes qui ont fait des détournements publics. Donc il est conscient aussi que le problème aussi vient aussi de l'État et de cette grande corruption-là. On a vu donc l'annonce du ministre de la Justice qui disait que maintenant, la peine de mort sera donc là, en RDC. Je vous propose de regarder donc un extrait de Constant Moutamba, le ministre de la Justice. Opération Zéro Koulouna, Ndopo ou au ministère de la Justice, de lancer conjointement dans le ministère de la Défense intérieure. Objectif Nayango ezali ko silisa phénomène Koulouna na ville ya Kinshasa pe na ba ville misusu ya mboka. Donc organiser ba audience foraine ya flagrance ou kosenga célérité. Na l'issue ya ba audience oyo ba Koulouna nyoso ba kozala condamné à mort. Oui bien te mboka na biso élevé déjà moratoire sur la peine de mort, l'exécution de la peine de mort. Na boende ngai en tant que ministre de la Justice pe garde des Sceaux n'a informé le peuple congolais de exécuter peine de mort désormais dans Mboka na biso. Donc là, j'aimerais vous poser cette question. Certes, la peine de mort sera donc appliquée envers les Koulouna. Et qu'est-ce que vous pensez de cette peine de mort qui sera étendue, en tout cas dans l'optique d'être étendue par les auteurs donc, des détournements de fonds publics en RDC? Très simple. D'abord, il faut rappeler que la peine de mort, elle est légale déjà en RDC. Elle est légale, elle existe dans le code pénal et dans le code pénal militaire. La peine de mort existe. Sauf que il y avait eu un moratoire qui avait suspendu son application et qu'aujourd'hui, je crois que depuis mars 2024, me semble-t-il, le ministre, donc l'actuel ministre Constant Moutamba, a pris une note circulaire pour lever ce moratoire et donc rétablir l'application de la peine de mort. Bon, la peine de mort n'est pas prévue que pour des criminels comme les Koulouna. Elle est aussi prévue pour des personnes reconnues coupables d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et c'est aussi des criminels aussi, on peut considérer qu'ils sont criminels. C'est des criminels. Et qui sont jugés devant les tribunaux militaires. Hein. C'est ce qui m'a un peu fait bizarre. Parce qu'il y a un code pénal et militaire. C'est-à-dire le code pénal et militaire régit les infractions pénales qui ont trait en fait à des crimes de guerre. Par exemple, la tentative de coup d'État qui avait eu lieu en 2024, je ne me trompe pas. Voilà, ce sont des actes militaires. Et ce que les Koulouna font, parmi ces Koulouna, il y en a qui posent des actes qui peuvent être qualifiés comme étant des actes de guerre. Voilà, puisqu'ils sont armés, ils tuent à coups de machette, etc. C'est des actes de guerre. En fait, eux, ils n'ont pas de choix. N'importe quel objet qu'ils peuvent trouver à leur disposition, eh bien, ils donnent la mort. Voilà. Donc la peine de mort est légale. On a planté le décor, Joël. Vous avez déjà aussi d'entrée de jeu marqué votre opposition à cette sanction. Pourquoi? Bon, je ne sais pas. Bon, la question est mal posée, désolé, vu la situation que vous vivez en famille. Mais pour revenir sur le cas de Koulouna, ce n'est pas une solution efficace selon vous? Non, ce n'est pas une solution efficace. Et je dois rebondir sur ce que mon voisin avait dit tout à l'heure, que les Cheguis, les enfants abandonnés, ont le choix. Non, ces enfants n'ont pas le choix d'aller vers la violence. Ils sont à la merci de toutes les dérives. À partir du moment où vous êtes dans la rue, vous êtes à la merci de tout ce qui peut arriver dans la rue. Donc, et vous pouvez aussi
aussi choisir des raccourcis pour survivre. Vous pouvez, mais c'est surtout on parle des enfants là. On parle des enfants qui ont grandi, qui sont rejetés à l'âge de 5-6 ans et qui ont grandi à l'air libre en fait. Comment oui, tout à fait. Comment font-ils pour commettre des crimes? Oui, tout à fait, mais c'est parce qu'ils ont grandi dans ces non-systèmes-là et le seul moyen je ne suis pas en train de justifier les crimes. Moi, je suis un pro-life, mais je suis très disciplinaire, donc je suis pour la discipline, mais la plus dure qui puisse être, mais la peine capitale, moi, c'est non. La peine de mort, moi, c'est non. Donc, pour répondre à votre question, ça ne justifie rien, mais ce sont des enfants. Et un enfant, comme on dit, un enfant n'écoute pas ce qu'on lui dit, mais un enfant fait ce qu'il voit. Mais Joël, ça c'est sur le plan moral. Hein. Moi, je dirais que c'est le droit. On dit, nous la poénas, nous crimes, nous la poénas néléguée, c'est-à-dire, pour dire ça, le droit le prévoit, donc on l'applique. Mais avant de venir appliquer la loi, le droit, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même des préalables. Aujourd'hui, on voit même aux États-Unis, là où la peine de mort, elle est vraiment... Ce n'est pas parce que vous avez tué une personne qu'on vous exécute. D'où il y a le procès, il y a tout. Mais est-ce que vous, en tant que juriste aujourd'hui, pouvez-vous nous confirmer ici que tous ces jeunes, oui, ils ont commis des crimes et ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Pouvez-vous nous dire qu'ils sont passés devant un juge, ils ont eu droit à un procès, il y a eu des enquêtes qui... Est-ce que... Pouvez-vous nous... Bien sûr, on voit qu'il y a des audiences foraines qui sont organisées et d'ailleurs, même il y a un point très important que je dois souligner dans le déroulement de ces audiences, la présence de l'exécutif, la présence du ministre de la Justice dans ces audiences pose, à mon sens, un vrai problème au niveau de la séparation des pouvoirs, parce que ça influence les décisions des juges. Sur ce coup, on peut en débattre. Mais ces jeunes sont condamnés. Il y a eu des procès. Ils ont été condamnés. Mais que veut une condamnation mettre... Là où je peux peut-être vous rejoindre, c'est le fait que, je ne sais pas si c'est le cas, mais il n'y a pas eu possibilité de recours, de voie de recours. Je pense que ça... Et on a l'impression, le fait que... Parce qu'on a vu lors de la tentative de coup d'État, les prévenus ont été condamnés en première instance à mort. Ils ont fait interjeter appel. Vous voyez? Mais pourquoi, pour les Koulouna, on ne leur laisse pas cette possibilité? Et donc ça donne l'impression qu'on est dans une espèce de justice expéditive. Donc il faut très rapidement les exécuter. Et aussi, ça révèle la théorie de notre ministre juge. Sur la forme, je pense qu'il y a peut-être un consensus qui peut s'établir sur ce plateau. Mais moi, j'aimerais qu'on revienne sur l'efficacité de la mesure. Franzi, est-ce que ça peut dissuader un peu? Écoutez, moi, je vais d'abord rappeler, parce que parfois, c'est pourquoi je disais d'abord que les responsabilités sont collectives. Parce que l'État fait quelque chose déjà. Il faut se rappeler, il y a eu plusieurs opérations pour les Koulouna. Donc, on avait l'opération Likofi, on avait l'opération qui sont allés aussi au Congo, c'est en 2024, l'opération Likofi, Mbata Mukolo, il y a eu les services nationaux aussi. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on a arrêté ces Koulouna, on les a ramenés pour les services nationaux. Mais le phénomène ne finit toujours pas. Et il y a d'autres qui disent qu'ils se complaisent en prison. Donc c'est pour dire que l'État essaye de faire quelque chose. Et aujourd'hui, moi, je pense que arriver aujourd'hui à ces points des peines de mort, on va quand même rappeler que si la peine de mort a été... En fait, on a essayé d'élever ces moratoires parce que ce n'était pas vraiment pour les Koulouna d'abord. D'abord la guerre, on c'était pas pour la guerre et tout ça. Mais les Koulouna ont vraiment surgi ces problèmes. Le ministre de la Justice s'est saisi, il a dit, voilà, on va les faire paire. On va essayer d'être fort, dire quelque chose qui soit fort pour que les gens écoutent. Bon, moi, j'ai quand même des retours. Hier, j'étais encore en communication avec Kinshasa pour préparer cette émission. Beaucoup de personnes me confirment qu'il y a un semblant de sérénité depuis qu'on a dit qu'on va, pour répondre à votre question, depuis qu'il y a le problème de la peine de mort. Et puis, la société, aujourd'hui, croit que
La majorité croit que c'est une très bonne chose. Ah, ça, ce sont des retours qui nous reviennent. Ils croient que c'est une très bonne chose, à part l'Église catholique, l'Église protestante, mais les églises de réveil, c'est eux qui ont créé même la bête. Vous êtes en croisade contre eux, Frézy, aujourd'hui. Non, c'est bon. Ils ont commis des erreurs et on doit arriver à les faire. Alors, son efficacité, pour répondre à votre question, moi, je pense que ça va se baser sur, d'abord, la justice. Si la justice est vraiment une justice qui est, comment on dit, équitable, impartiale. La justice dédiée. C'est bon. C'est-à-dire qu'avant de tuer quelqu'un, la personne doit être entendue, il doit avoir des recours, il doit toutes ces procédures. Être défendu. Si toutes ces procédures sont suivies, c'est éminemment une question à ce moment-là, on commencera maintenant à parler de l'efficacité de ces problèmes. Et puis, pour finir, quelle sera l'attitude des organisations internationales? Donc, l'Amnesty internationale a dit non. Hein. Voilà, moi je ne serai pas le ministre qu'on doit m'interdire de sortir parce qu'on dit que j'ai tué des gens illégalement. Donc voilà, ce sont un peu des éléments on pourra peut-être arriver au niveau de la société, qui pourront définir un peu l'efficacité. Mais pour le moment, tout le monde observe et tout le monde dit « Ah, on va les tuer, on ne sait pas. » Donc il y a la peur aussi, la sérénité dans laquelle la population... Moi, je me demandais, est-ce que cette peur, on ne peut pas l'étendre, ça peut être une bonne idée de l'étendre justement aux auteurs de détournements publics, pourquoi pas? Parce qu'en soi, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup d'opérations, il y a eu beaucoup d'opérations par rapport à ça. On essaye de mettre le problème, on a essayé de tenter au niveau des Koulouna et des Chégués, on a fait beaucoup d'opérations par rapport à ça. Pourquoi pas faire une opération justement pour lutter contre ceux à qui on donne de l'argent pour justement développer l'éducation, la santé, toute l'économie de la RDC et qui finalement le détournent. Pourquoi pas s'attaquer justement à eux? On a tout essayé pour les Chégués. Apparemment, il y a des bons échos, la sécurité, les Congolais se sentent mieux. Pourquoi pas s'attaquer donc aux auteurs? Je pense que c'est une très très belle. Même si ce n'est pas le sujet de l'émission, mais bon, au moins c'est une ouverture puisqu'on avait la fin. Voilà. Donc est-ce que le système ne doit pas faire son examen de conscience aussi, hein, docteur? Oui, mais le problème c'est que tout le système est quasiment impliqué dans les détournements. C'est ça la réalité en fait. C'est ça la réalité. S'il faut aller au peigne fin pour dénicher les détourneurs de fonds publics, finalement tout le monde sera pris dans le filet. Ce sera peut-être la première opération là. Pour le... Donc, il nous reste 3 minutes. Rapidement, chacun va donner son avis sur le ministre de la Justice qui fait beaucoup le buzz avec cette mesure, Constant Mutamba. Frenzy, est-ce qu'il a un destin présidentiel, notre ministre? Oui, moi je pense que quand on regarde le parcours du Constant Mutamba, on peut quand même dire que c'est quelqu'un qui aspire à devenir un jour le président de la République démocratique du Congo. Parce qu'il faut savoir qu'aux élections de 2023, il était candidat. Et il a eu après 2%. Mais bon, après, on ne sait pas, par rapport à tout ce qui se passe, si ça peut quand même essayer de monter. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui promet, vu sa jeunesse, vu sa façon de faire. Voilà, je pense que ça promet. Bon, après, dire qu'il sera un jour président de la République, en tout cas, le chemin est encore... Joël, enfin, vous ne le souhaitez pas, j'imagine. Moi, je l'observe. J'aurais bien souhaité que le problème soit résolu à la source, c'est parce qu'un problème systémique doit être résolu de manière beaucoup plus cohérente. Moi, je ne fais que l'observer. On verra bien jusqu'où il va aller. Mais je ne crois pas en l'efficacité à long terme de sa politique pénale. Voilà. Docteur. Je pense qu'il faut d'abord saluer ce qu'il fait. Déjà, ce qu'il fait, c'est déjà intéressant. Et la question de savoir s'il a des ambitions présidentielles ou pas, je pense qu'il est taillé pour. Il est taillé pour, et surtout que c'est un juriste, il est taillé... il est taillé un corporatiste, là. Voilà, il est taillé pour. Mais là où, par contre, je peux, notamment concernant l'opération des Koulouna, là où, par contre, je peux être un peu contre lui, c'est le fait qu'il y a une espèce d'exhibitionnisme, en fait, de cette opération qui, à mon sens, est attentatoire à la dignité humaine. J'ai vu dans une des vidéos, ils demandaient aux Koulouna qui étaient condamnés à mort de faire leur dernière prière.
faire leur dernière prière, de demander pardon aux victimes avant qu'ils ne soient exécutés. Et ça, c'est de nature un peu à obérer le respect de la dignité humaine et surtout, rappeler encore que l'État a le devoir moral de protéger quand même la vie humaine, au-delà des condamnations à mort. Merci à tous les quatre. Merci à Romain Clicquot de Menk à la réalisation. Koustam Moutamba, un destin présidentiel. Continue le débat chez vous. Bonne soirée, bon week-end et à lundi.